أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آله صحبه وسلم. مدد يا الله، مدد يا رسول الله، مدد يا أولي الله. أما بعد, ceci étant dit. Alors, on se retrouve pour la suite du cours sur l'esclavage dans la civilisation musulmane. On est toujours sur les grandes catégories d'esclaves, mais là, on est sur peut-être avec euh, la concubine, le type d'esclavage qui subit le, le plus d'incompréhension, de calomnie, etc., qui est l'eunuque. Comme on l'a vu la dernière fois, l'eunuque n'est pas une systématisation, n'est pas un, quelque chose de systématique dans la civilisation musulmane, mais par contre, une civilisation qui a connu une systématisation, wa alaykoum salam, une systématisation de l'eunuque qui a basé toute une profession autour des eunuques, si je puis dire, c'est la civilisation chinoise. Et que de manière générale, l'eunuque était beaucoup plus quelque chose était plus en fait une profession et un esclave, on va dire, euh, utilisé en tant qu'esclave pour être secouru. Dans le sens où l'eunuque qui surveillait, par exemple, les harems, etc., que ce soit des sultans, des riches propriétaires d'esclaves, etc., ces eunuques-là, dans les rares cas où justement ils étaient eunuques, ces gens-là étaient beaucoup plus, en fait, dans ce statut-là, pour justement avoir une profession qui est beaucoup plus cool et beaucoup plus noble, de par justement leur statut d'eunuque. Ce qui fait que, en fait, en soi, d'une certaine manière, les propriétaires, les esclavagistes musulmans, entre guillemets, qui achetaient des eunuques, ou les sultans, par exemple chez les Ottomans qui achetaient des eunuques, leur donnaient la responsabilité, la surveillance des harems, parce que c'était un choix et un choix en fait qui était beaucoup plus en fait pour euh, les aider dans leur situation, faire en sorte en fait que justement le fait qu'ils aient été eunuques souvent par des esclavagistes éthiopiens, vénitiens, euh, génois ou juifs, bah, en fait, c'est beaucoup plus pour se faire pardonner de cette situation qui se retrouvait en tant que gardien des harems. Mohib. Alors, on fait remonter l'expérience des premiers eunuques en terre d'islam durant le règne de Muawiyah ibn Abi Sufyan, donc le premier souverain de l'ère omeyyade. Ah, ça, on l'avait vu la dernière fois. Donc, dès le départ, on les nomme plus volontiers serviteurs, donc khadim, quelqu'un qui est au service, qui travaille pour quelqu'un d'autre, que eunuque en tant que tel, tawash, ou castra fashi. Wa alaykoum salam. Donc, le terme de maître lui sera aussi souvent associé. Par exemple, le terme oustaz, notamment par les petites gens, les gens du peuple. Eunuque et maître à la fois, le rapprochement peut paraître curieux pour celui qui a l'image du castré, donc qui n'a l'image en fait de l'eunuque, donc de la personne qui est castrée, que l'image des peintures orientalistes et des clichés
des peintres orientalistes du 18e, 19e et 20e siècle. Donc à bien regarder, l'eunuque consistait alors en un homme, souvent de couleur noire, et ça c'est toujours selon les clichés orientalistes. Donc un homme souvent de couleur noire, dont la seule fonction devait consister à surveiller les concubines dénudées d'un maître aisé. Donc cet eunuque-là n'a en réalité été trop rare. Le rôle des eunuques est communément présenté d'une façon trop simpliste ou même caricaturale et ne correspond nullement à la réalité. On le voit que commis à la garde des femmes dans le harem, inoffensif de tout repos, image passée dans tous les livres, image imposée comme tant d'autres lorsqu'il s'agit des cours d'Orient, par la lecture des contes et des romans par cette littérature des merveilles. Donc ça, c'est une citation de l'historien Jack Hearst dans son livre Les négriers en terre d'islam. Donc d'après l'historienne Jocelyne Daria, qui a écrit justement hop là. Donc l'historienne Jocelyne Daria qui a écrit, montre aussi pour là l'enregistrement, donc qui a écrit en 3 volumes euh, Harem et Sultan, donc en fait qui est une compilation. Voilà, c'est beaucoup plus dans les différentes dynasties au Maroc, mais qui a écrit en fait un livre en 3 volumes sur les harems, les sérails, etc. Et tout ce qui a trait au harem dans l'histoire dans l'histoire en fait des différents gouvernements marocains. Hmm. Donc, Jocelyne Darlia dit que le personnage du castré ainsi présenté n'a eu d'autre but que de jouer sa partie dans la disqualification rétrospective des modèles politiques islamiques. Parce qu'en fait, en gros, la conclusion, plus ou moins, de cet essai en 3 volumes de Jocelyne Daria vient à conclure quelque chose que nous, on sait en tant que musulmans, c'est que le harem a un rôle politique non négligeable au sein des différents gouvernements. Et que l'influence aussi de certaines femmes au sein des harems a une certaine forme d'influence politique non négligeable. Pourquoi? Parce que juste le fait d'avoir ce contact d'une certaine manière avec le monde extérieur, qu'elle soit concubine ou femme officielle, de par le fait, par exemple, qu'elle va au marché, etc., elle entend les échos de l'extérieur. Et du coup, au moment de l'intimité avec le sultan ou l'émir, peut lui rapporter ce qui se dit à l'extérieur. Elle peut lui donner certains conseils dans l'intimité du lit conjugal sur certaines décisions politiques importantes. C'est en ce sens où, d'une certaine manière, le harem a une certaine forme d'importance politique. En réalité, les eunuques ont davantage été appelés à travailler comme gardiens du palais ou de la maison d'un maître, souvent très riche. Plus qu'un gardien, il est une sorte de savoureux mélange de majordome, d'intendant, doublé d'une fonction d'homme de conseil. Quelqu'un qui, justement, peut également apporter certains conseils. Il peut diriger la réunion de son maître comme les différents employés ou esclaves du palais, tel le bras droit du patron. L'eunuque contrôle l'ensemble des allées et venues vers lui, et il va, c'est-à-dire son maître, il va jusqu'à surveiller son maître durant son sommeil. C'est
le gardien le plus rapproché du sultan. Il peut de surcroît servir de coursier ou d'espion le cas échéant. Depuis l'ère des Mamelouks jusque dans la deuxième partie du XXe siècle chrétien, les hommes castrés étaient chargés de garder les lieux saints de l'islam. Donc la Mecque, Médine, pour ne citer que ces deux villes saintes, ils servaient à contrôler les foules et à empêcher les hommes et les femmes de se mélanger. Durant l'ère ottomane, l'eunuque était un personnage véritablement central. Des dizaines, parfois des centaines, à entourer le sultan. Plus tôt au Xe siècle chrétien, le calife abbasside al-Muqtadir avait déjà un total de 7000 eunuques. Ils avaient alors un chef, l'ara de la porte, Papeux Arazeux, personnage le plus proche du sultan, devant ses épouses et vizirs. Il nommait lui-même les autres eunuques et avait sensiblement la main sur l'ensemble des affaires de l'État. C'est souvent à lui ou à un chastré de second rang à qui la charge de s'occuper des enfants du souverain revenait. Donc la plupart des califes, sultans et émirs ont ainsi été élevés par des êtres castrés. D'où la proximité naturelle qu'il y a souvent eu entre les premiers et les seconds. Et les cas d'école seront innombrables. On peut prendre en exemple celui de Shafi al-Hurami, qui a été eunuque au service de Al-Murtadid Billah, calife abbasside qui a régné entre 297 de l'Hégire et 289 de l'Hégire. Shafi sera vu se promener dans le harem du calife, discutant avec le souverain des musulmans comme avec un ami de longue date. C'est encore avec Shafi, ou Safi, moi je pensais Safi. Ouais, Safi, et seulement avec lui que le calife est devenu muet sur son lit de mort. Devenu muet sur son lit de mort, échangera à travers des signes et des gestes. Safi al-Hurami accompagnera ainsi trois califes successifs. Cette proximité put parfois aboutir à des situations pour le moins édifiantes. En 973 de l'Hégire, soit en 1566, le Hongrois Gazanfer ne va ainsi pas hésiter à réclamer sa castration afin de pouvoir continuer à servir près de son ami et futur sultan Sélim II. Donc, cet homme a demandé lui-même à subir une ablation des testicules pour pouvoir être au service du sultan Sélim II. Donc, on est bien loin du cliché de l'esclave systématiquement castré en terre d'islam. Plutôt, mais dans le sens inverse, le sultan seldjoukide Touril Beg avait fait castrer, avec son accord, son plus proche ami Houmartakin at-Tura'i, de manière à pouvoir le garder à ses côtés, même lorsqu'il devait retrouver ses épouses. Était-il, émasculation oblige, dépourvu de tout plaisir pour les affaires charnelles? Si l'opération, souvent réalisée avant la puberté, ôtait à l'homme en question une partie plus ou moins conséquente de son appétit sexuel, l'eunuque ne semble jamais avoir été complètement indifférent au charme des dames. Les sources islamiques leur prêtent même une certaine culture de l'érotisme et il semble avoir été souvent l'objet de fantasmes, tant chez les femmes, concubines et épouses des sultans, et califes que chez les hommes. Leur peu de barbe et petite voix, ainsi que la disparition de leurs organes génitaux, n'a pas manqué de causer quelques troubles. Des chroniques montrent que des hommes de religion, gênés par la présence de jeunes castrés dans un bain, et on a longtemps discuté à savoir si une femme musulmane devait couvrir l'intégralité de sa aura, donc c'est-à-dire de la nudité à cacher,
devant eux. Donc certains, notamment ceux chez qui il restait le pénis, même si les testicules ont été retirés, ont même eu des épouses ou des concubines. Donc, mais pourquoi, in fine, s'être entouré d'eunuques et non d'hommes, entre guillemets, normalement constitués? La raison en est très simple. Craignant la fronde toujours suspectée de leur entourage, craignant la fronde toujours suspectée de leur entourage proche, c'est-à-dire les frères, les enfants, les oncles et les cousins et généraux, les souverains ont toujours préféré s'entourer d'êtres émasculés, n'étant plus capables de générer une descendance. Donc les eunuques se voyaient dans l'impossibilité de fonder une dynastie rivale. Et par exemple, c'est la raison pour laquelle les souverains chinois, les empereurs chinois, ont pendant très longtemps eu comme conseil rapproché quasi exclusivement des eunuques. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains esclaves au sein des différentes dynasties chinoises étaient émasculés pour justement pérenniser une pérenniser en fait la fonction de conseiller, l'équivalent de vizir chinois et justement eunuque afin d'éviter toute volonté, comme on vient de le voir, de créer une dynastie conquérante et de se rebeller contre l'empereur ou, dans le cas du monde musulman, du calife, et de mettre ses héritiers en tant que nouveaux souverains. Par contre, en Chine, il est déjà arrivé que certains eunuques, certains conseillers, ne destituent ne destituent le souverain en place pour mettre à la place un cousin éloigné qui va plus dans le sens de la politique, de la politique, en fait, et de la volonté politique de l'eunuque conseiller. Donc l'eunuque tenait en main les clés et les ressorts du pouvoir, mais il ne pouvait transmettre à des héritiers si son nom, ni ses titres, ni ses fonctions, ni même ses biens et ses alliances, donc ça c'est cité par Jack Hearst, en tant que responsable aux fonctionnaires, ministres ou chefs militaires, il offre en principe toutes les cautions possibles d'un service efficace et sans risque. Donc l'eunuque restera à sa place, ne s'érigera pas en compétiteur au trône, incapable qu'il est de faire de lignée. Il n'avait non plus ni clan ni proches parents pour le soutenir dans une éventuelle révolte. Si quelques eunuques tentent bien leur mutinerie, ils ont le plus souvent eu à se quereller entre eux qu'avec leur maître. On pense notamment aux sempiternelles mais discrètes luttes entre les eunuques de Lara des filles, Kislar Arasseux, et souvent noirs, et les eunuques de Lara de la Porte, donc pas peu Arasseux, souvent blancs. Donc l'existence d'un haras des filles prouve alors que les individus castrés ont bien servi à la garde des concubines présentes dans le harem, mais pour lui, nul passe-droit entre les murs de cette demeure interdite. Il reste flanqué à la porte et ne répond qu'aux besoins les plus élémentaires des dames. Donc, contrairement à l'idée reçue, les harems étaient d'ordinaire administrés non pas par des eunuques, mais par des femmes, d'un certain âge, attentives à mériter la confiance du maître de la maison. Donc certains ont eu des sorts fort particuliers. On pense notamment à ces castrés envoyés pour garder les tombes d'un grand personnage décédé. Une habitude que l'on retrouvera par exemple essentiellement chez les Mamelouks. Salam alaikum, Issa Abounour. Je sais pas si t'es toujours là, Issa. Hop là. Euh, là, là.
Voilà. Donc, quid de la castration? Cette épineuse question ne peut en effet être évitée. Les nombreuses descriptions que nous avons de cette pratique sont d'ailleurs particulièrement crues. Saisis, enfants, les futurs eunuques étaient emmenés dans des sortes de fermes où les attendait un praticien aguerri et sa lame, le plus souvent sans anesthésie ni antisepsie. On coupait alors les testicules du jeune homme. On parle ici d'orchidectomie. Parfois, la verge avec l'aide d'une lame de rasoir. On parle cette fois de pénectomie. Le jeune homme, immobilisé sur la table, s'évanouissait généralement lors de l'opération, laissant au praticien le droit de correctement s'adonner à sa tâche. Donc les organes arrachés du corps, il fallait ensuite freiner la coulée de sang en arrosant la zone de poix bouillante, en cautérisant la plaie à l'aide d'un fer rouge. Un tuyau en plomb était alors placé dans l'urètre afin de permettre l'écoulement de l'urine au besoin. S'il survivait à l'opération, le jeune eunuque était ensuite placé durant plusieurs jours debout dans une fosse remplie de sable afin de l'aider à cicatriser. Des pansements à base d'huile, de beurre ou d'argile lui étaient ensuite appliqués jusqu'à une complète guérison. Donc le bistournage, qui consistait à tordre les vaisseaux testiculaires, pouvait aussi être pratiqué, ce qui limitait drastiquement le risque de mort, mais n'ôtait en rien la douleur éprouvée. Castrer un individu est pourtant un acte que l'islam condamne sans divergence. Donc l'opération révulsera d'ailleurs les musulmans pendant longtemps. Les voyageurs arabes ne cachent pas l'horreur que leur inspire cette infamante ablation, comme nous le rappelle Malek Shebel. En réalité, ces esclaves n'étaient pas opérés en pays musulman, mais au-delà. L'ablation pouvait être pratiquée dans la région du Burkina Faso ou dans les steppes d'Asie orientale pour les eunuques destinés à servir les souverains perses ou mongols. Donc les chirurgiens étaient ici et là des païens. La ville de Verdun en France revient aussi très souvent dans les chroniques médiévales où les marchands d'esclaves, le plus souvent juifs, font subir la terrible opération à des enfants slaves qu'ils vont ensuite vendre en Espagne musulmane. Donc ça, c'est toujours cité chez Malek Shebel. Alors, on parle en outre de Prague ou de Venise, mais aussi des territoires chrétiens au nord de la mer Noire ou de la mer Caspienne, puis de l'Arménie, et plus tard de l'Éthiopie et du Soudan. Donc, plus tard, l'Éthiopie et le Soudan deviendront des places fortes de la castration. Donc là-bas, les opérations sont menées par des prêtres coptes. L'horreur de l'opération passée, tous ou presque finissaient dans les différents palais du monde musulman, habillés des vêtements les plus luxueux, nourris et logés, au même titre, bien souvent que son maître. L'eunuque partageait aussi une partie du statut de ce dernier. Quand il était apprécié de son propriétaire, l'eunuque avait des prérogatives immenses et un pouvoir que peu de gens libres pouvaient un jour espérer. Aucun n'ont même pas hésité à donner à des eunuques le contrôle des armées lorsque le sultan, par exemple saadien, Ahmed al-Mansour, décida d'envahir le Sonrail. Il fut ainsi nommé à la tête de ses troupes Joudar, son célèbre castrat andalou. Cette proximité, vue nulle part ailleurs entre le souverain et son esclave, a néanmoins placé l'eunuque dans une position parfois délicate. Dans les moments de trouble, il n'a pas été rare de voir des hommes castrés, proches du pouvoir, pris à partie par une foule en délire. Originellement païens ou chrétiens, tous les eunuques arrivaient à l'âge adulte convertis à l'islam. En raison de leur tort si particulier qui les faisait vivre dans un univers unique. Ni hommes ni femmes, de leur mission d'élite,
en tant que gardiens du harem et de leur isolement social. Ils manifestaient généralement un ascétisme immense avec un grand zèle, comme l'avance Gordon Murray, l'historien Gordon Murray. À leur compte avant d'estimer que la perte de leur virilité semblait priver une disposition pour la chaleur humaine. Charles Montaigu d'Ourty, écrivain et poète et voyageur anglais du XIIIe siècle hégérien, donc XIXe siècle du calendrier chrétien, rapporte dans son Arabia Deserta avoir entendu de vive voix les castrés remercier Allah de les avoir amenés à la vraie religion par leur capture, donc figure emblématique de l'islam des palais et des couloirs du pouvoir musulman. Les eunuques ont à la fois incarné la réussite et l'anomalie, la faiblesse et la puissance du Darul Islam. Nous nous arrêtons sur le portrait de certains d'entre eux dans la dernière partie de notre ouvrage. Donc une autre catégorie d'esclaves en terre d'islam, c'est le vizir et le sultan. Ça peut être choquant, mais il y a des dynasties entières et des personnes de haute importance dans la politique musulmane qui étaient des esclaves. Donc il y a longtemps, si on prend en exemple le calife Omar ibn al-Khattab, demandait que son compagnon Nafi' ibn Abdul Harith, qui avez-vous désigné comme collecteur auprès des gens de la vallée? Il répondit Ibn Abza. Il dit qui est Ibn Abza? Il répondit un de nos esclaves libérés. Et donc Omar ibn al-Khattab dit ainsi vous avez désigné un esclave libéré auprès d'eux. Il répondit il connaît bien le livre d'Allah, Jalla Jalaluhu, et connaît bien les commandements et les ordres de la charia. Donc Omar répondit ainsi le prophète alayhi salatu wassalam avait dit par ce livre, donc le Coran, Allah exaltera certaines personnes et en dégradera d'autres. Donc ce récit est cité dans le Sahih Muslim. Donc si en terre d'islam, les concubines et eunuques passent pour avoir été les êtres de conditions serviles les plus proches du pouvoir, l'ascenseur social n'a pas pour autant été bloqué pour d'autres. Du temps des Omeyyades et des Abbassides, il était déjà fréquent de voir un ancien esclave devenu un maola prétendre au poste d'officier militaire ou gouverneur d'une ville, et même d'une province. Que l'individu en question ait démarré sa carrière en tant qu'esclave semblait à l'époque n'indisposer personne. Alors qu'en dehors du monde musulman, sauf en Chine, chez les Byzantins, un esclave ne pouvait usuellement songer à échapper à sa condition de travailleur flanqué au plus bas de l'échelle humaine. Une pléthore d'individus théoriquement réduits à l'état de servitude pouvait être trouvée à tous les stades du pouvoir en terre d'islam. Donc la délicatesse des aristocrates nés dans l'Inde hindoue ou dans l'Europe féodale découlait en grande partie de leur supériorité assurée. Ils n'ont jamais permis que leur rang soit occupé par des personnes d'origine esclave. Mais dans la société islamique, les fortunes sociales étaient trop éphémères pour que la naissance d'une personne joue un rôle important dans sa carrière. Et donc ça, c'est Daniel Pipes. C'est une citation de Daniel Pipes. Donc en 334 de l'Hégire, donc en 946 du calendrier chrétien, un esclave parvint ainsi à s'élever au rang de maître dans son pays d'adoption. Il s'appelle Abu Kafur al-Misk. Et suivant la mort de son ancien propriétaire, l'émir Mohammed ibn Tourj de la dynastie des Hirsidides. Et donc les Hirsidides, c'est des membres d'une dynastie de gouverneurs qui étaient indépendantes des Abbassides et qui ont dirigé l'Égypte et pendant un temps le Levant et le Hijaz. Donc entre 323 de l'Hégire
et 358 de l'Hégire, soit entre 935 et 969 du calendrier chrétien. Donc, comme on l'a vu, c'est peu de temps avant que les Fatimides ne contrôlent l'Égypte et ne déplacent leur capitale au Caire. Donc voilà qu'il prend le pouvoir sur l'Égypte en déclarant son indépendance à l'égard du califat abbasside de Bagdad. Donc versé dans la langue arabe et les sciences de l'islam, cet eunuque noir, jadis au service du pouvoir, va y régner, comme on l'a vu, donc de 334 à 357 de l'Hégire. Un siècle plus tard, c'est au tour d'un certain Mahmoud de Ghazni, de s'emparer du pouvoir sur toute la partie de l'Inde et de l'Asie centrale. Certes, il n'est pas un esclave, mais le fils de l'un d'eux. Donc lui, il est né d'un père esclave, mais lui est libre. Donc, Sebüktekin, jadis un homme au service des Samanides, par la suite est connu comme la suite est connue. Donc, c'est un descendant d'esclaves. Mahmoud deviendra le premier souverain indépendant de l'empire turc des Ghaznavides. C'est un va-t-en-guerre parmi les plus mémorables de l'histoire. De nombreux esclaves vont d'ailleurs l'aider dans ses quelques 17 campagnes militaires menées en Inde. Ainsi, de Malik Ayaz, donc probablement le plus célèbre des généraux, non loin, dans l'espace de 2 siècles, plus tard, c'est au tour d'un dénommé Iltoumish de se faire un nom dans le récit peu commun des esclaves de l'islam. Donc c'est un esclave turc, élevé dans les couloirs de l'empire des Rourides, qui, à la fin du VIe siècle égérien, donc soit à la fin du XIIe siècle chrétien, il était peu à peu monté dans l'échiquier politique, passant de chef des gardes du corps à surintendant de la chasse, jusqu'à devenir le véritable souverain de Delhi. Donc grand conquérant lui aussi, il est de surcroît considéré comme le véritable fondateur du sultanat mamelouk de Delhi. À l'Andalous, de nombreux esclaves, jadis au service des puissants, vont réussir à régner sur certains royaumes de l'ère des Taïfas. Lors de la chute du califat omeyyade de Cordoue, donc lors de la première période des Taïfas, on peut penser à Al-Mujahid, Al-Amiri, le roi du Taïfa de Denia, ou à Jalhain al-Amiri, le roi du Taïfa d'Almeria, tous deux d'anciens esclaves soldats d'origine slave. Donc, on les appelle les Saqaliba. Ayant peu à peu gravi les échelons jusqu'à s'imposer aux notables arabes de la région. Donc, ces deux Saqaliba, donc ces deux Saqaliba ont pris le dessus et se sont imposés comme de meilleurs choix de gouverneurs que certains souverains arabes. Hmm. Donc, dresser la liste de tous les anciens esclaves ou fils d'esclaves qui, au cours de l'ère islamique, ont régné sur une ville, une province ou un pays serait long. Arrêtons-nous plutôt sur ce qui pourrait être l'épisode le plus singulier de l'histoire de l'islam, le règne des Mamelouks en Égypte. Donc, esclaves originaires des tribus turques et nomades Kipchaks, des Koumans, ces Mamelouks sont, au 7e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire au 13e siècle du calendrier chrétien, d'abord des soldats au service du sultan ayoubide As-Salih Najmuddin Ayoub, lui servant de garde rapproché au moment même où il a été abandonné par ses propres soldats kurdes. Donc ces Mamelouks occupent alors une caserne qui se trouve à proximité de son palais.
Donc la caserne se situait sur une île du Nil qui s'appelle du Nil d'Al-Raouda. Du fait de leur localisation, ces Mamelouks sont appelés les Baharites, qui vient de l'arabe Bahariya, donc c'est-à-dire ceux qui sont sur les eaux. Puis un autre contingent est aussi créé, tout aussi proche du sultan, ce sont les Mamelouks de la Salih, Salihiyya, Salihiyya, du nom d'Al-Salih. Donc d'abord des centaines, ils sont rapidement des milliers. Le sultan apprécie leur loyauté et fait bientôt d'eux les éléments principaux de son armée. Les Mamelouks entrent dans l'administration des terres qui leur sont même attribuées, donc ils gèrent eux-mêmes les terres qui leur sont, euh, en gros, les terres qui leur sont données im- pour implanter leur caserne. Mais au décès du sultan, à l'automne 647 de l'Hégire, 1242 du calendrier chrétien, tout bascule. Le successeur d'As-Salih, donc son fils Al-Mu'azzam, Turanshah, ne s'entend pas du tout avec cette armée d'esclaves, qui, elle, n'éprouve en retour que mépris pour ce jeune prince un peu trop porté sur les boissons frelatées. En gros, il aimait un petit peu trop picoler, si on parle un petit peu trivialement. Il y a pourtant au même moment une affaire urgente à régler, à savoir une septième croisade qui, cette fois, vient d'être lancée sur l'Égypte, menée par le roi franc Louis IX. Donc ces croisés pensent alors pouvoir profiter du semblant d'anarchie qui s'est emparé du pays des pharaons, enfin de l'ancien pays des pharaons, pour y planter la croix du Christ. Mais c'est sans compter sur les Mamelouks de la Bahariya qui, bien décidés à porter l'étendard de l'islam et à défendre leurs terres d'adoption, vont massacrer les croisés à Al-Mansoura, puis à la bataille de Fariskour. Aux grandes dames de tout un monde, ils réalisent au cours de celle-ci l'exploit, une première dans l'histoire, de capturer le roi des Francs et d'en faire un otage. Auréolés d'une victoire que nul n'avait vu sentir, les Mamelouks décident, d'une pierre deux coups, de mettre ainsi un terme au règne d'Al-Mu'azzam, lequel s'est en parallèle mis en tête de les déposer de leurs terres. Il sera tué par le bientôt très célèbre Baybars. En tentant de fuir à la nage dans le Nil en 648 de l'Hégire, donc en 1250 du calendrier chrétien. Et donc, suite à cela, les Mamelouks prirent le pouvoir en Égypte. Donc, ça deviendra la dynastie des Mamelouks. Donc, gouvernés par des hommes forts issus de leur rang, on pense notamment à Eybak, Kutuz, et donc le célèbre et puissant Baybars, mais aussi Bars Bey. On l'oublie, mais Bars Bey a eu un règne aussi assez important. Donc, Baybars, l'artisan véritable et définitif de la chute des croisés en Orient. Il s'impose en Égypte, mais aussi sur toute la partie du Moyen-Orient, repousse les Mongols qui ont mis à sac Bardad, massacré sa population et tué le calife et sa famille en 656 de l'Hégire, soit en 1258 du calendrier chrétien. Qu'ils battent à plat de couture à la bataille d'Ain Jalut, avant de jeter définitivement les derniers croisés hors du Levant. Donc, en l'espace de peut-être 20 ans, 15-20 ans, les Mamelouks assoivent leur autorité sur l'Égypte, le Cham, donc le Levant, et le Hijaz.
Toute cette partie-là était sous la domination directe des Mamelouks. Il faudra attendre le réveil des Ottomans et l'expansion ottomane après la prise de Constantinople, où réellement les Ottomans commencent à taquiner un petit peu le pouvoir mamelouk. Même avant, les Mamelouks, c'était quoi comme régime à cette époque? C'est-à-dire comme régime? J'ai pas compris. Régime politique? Comme royaume? Ouais, c'était un sultanat. Les Mamelouks, c'était un sultanat. Hmm, peut-être couronné pas réellement. Peut-être couronné pas réellement, parce qu'en fait, il n'y a pas en fait, il n'y a pas réellement de dynastie mamelouk telle qu'on l'entend, en fait, historiquement parlant. C'est-à-dire, c'est pas, les mamelouks ne se transmettent pas le pouvoir de père en fils. Généralement, c'est le plus fort qui détient le pouvoir. Jusqu'au moment où un autre homme-femme vient le détrôner. Même si les mamelouks excellaient dans ce qu'on appelait la fouroussia, donc l'équivalent du bushido islamique, pour que certains se donnent un peu une idée, ou de l'esprit chevaleresque dans le monde chrétien. En fait, les Mamelouks, c'est un État certes qui était très fort militairement parlant. Culturellement aussi, ils ont beaucoup de réussite. Beaucoup de grandes mosquées qui sont connues en Égypte ont une architecture mamelouk. L'architecture que vous trouvez au Caire est aussi dans certaines villes comme Alep, Damas, etc. Il y a cette influence mamelouk sur l'architecture, etc. Euh, le plus nana. Exactement. En fait, c'est un petit peu comme, on va dire, certaines meutes d'animaux, c'est-à-dire des gorilles ou des loups, etc. C'est-à-dire, il y a un mâle alpha jusqu'à ce qu'un autre mâle alpha ne soit plus fort et ne fasse sauter le mâle alpha précédent. C'est un peu ça le principe des mamelouks, hein. C'est pour ça que même si au niveau militaire, ils étaient quand même très forts, bon, jusqu'à ce que les Ottomans arrivent avec euh, une industrie militaire beaucoup plus puissante, avec notamment, j'ai perdu le terme, enfin bref, la poudre à canon, les canons, tout ça. Mais pendant très longtemps, ils ont maintenu leur domination dans la région. Et des fois, même les Ottomans, même si très souvent ils gagnaient les batailles face aux Mamelouks, mais les Mamelouks avaient quand même une certaine puissance militaire. Ce qui a perdu les Mamelouks, au final, c'est vraiment ce quasi-refus de passer à l'arme à feu et au canon. Parce que pour eux, la Foroussia est un principe quasi sacré. Alors, la Foroussia est un système de valeurs éthiques et morales qui pour eux était quasi sacré. C'est pour ça que cette transition vers l'arme à feu, le canon, etc., était difficile pour les Mamelouks. Et c'est pour ça que, en face, lorsque les Ottomans, notamment sous Selim Yavuz, donc Selim Ier, au contraire, eux, bah, depuis même son grand-père, qui était Mohamed Fatih, Sultan Fatih Mehmet, ont réellement développé et créé une industrie militaire. Ils ont réellement participé au développement, en fait, de l'industrie militaire islamique.
Les Mamelouks restaient encore attachés au principe de l'arc et des flèches, de la Fouloussia, avec les traités de Fouloussia, etc. Donc, même si c'était un État qui était fort, qui avait quand même une valeur militaire forte, derrière, non, il n'y a pas vraiment de lien en fait. Le seul lien, j'ai envie de te dire, le seul lien qu'on peut faire entre les Mamelouks et les janissaires, en fait, c'est leur origine esclave. C'est tout. C'est le seul lien qu'on peut faire, mais c'était des origines différentes. Pourquoi? Parce que les, euh, les janissaires venaient plutôt des pays des Balkans, majoritairement. Un petit peu peut-être du Caucase. Les Mamelouks, c'était des Turcs Kiptchaks ou j'oublie toujours le deuxième nom, donc alors je reprends tac 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 Kipchak, euh, on l'avait vu tout à l'heure, ou des Koumans. Et après, bah, les Kipchaks, les Koumans, tu peux les retrouver dans l'actuel Azerbaïdjan, une partie du Kazakhstan et jusqu'en Géorgie, tu vois, donc les Balkans aussi. Mais majoritairement, les janissaires, eux, venaient plus d'Albanie, etc. Ouais, les Koumans, c'est la Horde d'Or, c'est ça. Mais la Horde d'Or, la Horde d'Or actuellement, en fait, à l'expansion maximale, ça allait jusque dans le Caucase. Ça allait jusque dans le Caucase, en fait. Et ça prenait une bonne partie du Kazakhstan, de l'Azerbaïdjan, nord de l'Ouzbékistan jusqu'au Caucase. Mais alors qu'en contrepartie, les janissaires, majoritairement, venaient plus d'Albanie, Bulgarie, Bosnie, etc. Serbie. Voilà. À moindre échelle d'Ukraine ou de Russie, mais voilà. Pourquoi on les appelait la Horde d'Or? Euh, de tête comme ça, j'ai perdu. De tête comme ça, j'ai perdu, mais je vais essayer de tête comme ça, j'ai perdu, mais laisse-moi 2 petites secondes. Non, non, j'aime pas. Euh, J'aime pas quand. Ah, là, je suis obligé de. On verra ça après, Inch'Allah. Parce que là, on va perdre du temps. On va perdre du temps. Mais renvoie-moi, je ferai sur le serveur Telegram, je ferai un vocal, j'essaierai de retrouver, Inch'Allah. J'essaierai de retrouver l'origine. Parce que je l'ai perdu de tête comme ça. Mais je l'ai perdu de tête, mais je retrouverai l'origine et je ferai un vocal sur le serveur Telegram pour redonner l'origine du nom de la Horde d'Or. Donc on en était là.
Donc l'apprenti, donc arrivé autour de leurs 10 ans au Caire, c'est-à-dire que souvent les Mamelouks nouvellement recrutés entre guillemets, arrivaient autour de 10 ans au Caire. Ils devaient suivre auprès d'un maître une éducation religieuse et militaire très rigoureuse, au milieu d'autres Mamelouks du même âge. Donc l'apprenti devait in fine savoir monter à cheval, soigner le cheval, connaître la fauconnerie, l'archerie, la lutte, la natation et le jeu d'échecs. Adultes, ils étaient alors affranchis après une conversion à l'islam. Par ce passage du paganisme au monothéisme le plus pur, le mamelouk était ainsi ressuscité en tant que musulman dévoué. Il devenait dès lors le défenseur de la demeure de l'islam, puis ils intégraient tous, selon leurs prédispositions, l'armée ou les couloirs de la politique en tant que secrétaire d'État ou ministre. Élevés ensemble, les jeunes mamelouks avaient tout naturellement développé un fort sentiment d'appartenance au même entre guillemets clan ou à une même famille. Ordu, Ord, Altlan, Or. Hmm. Ordu, Atlan. Ouais. Ouais, mais en fait, lui, il veut savoir pourquoi est-ce qu'on l'appelait Ordu, Atlan, Altan. Tu vois? Le problème, il n'est pas sur l'origine sémantique. Il veut savoir pourquoi est-ce on a donné ce nom-là. Et ça, en fait, je sais qu'il y a une origine précise à ce niveau-là, mais je l'ai perdu, en fait, John. Nanan. Donc, tous sont connus, le même déracinement, les mêmes critères de sélection, la même éducation rude et austère, la même stricte discipline. Même le sultan n'échappait pas à la règle. C'est sans aucun doute là que se trouve le secret de leur invincibilité. Et donc ça, c'est un article de Issa Meyer dans le magazine Sarrazin. Donc tous n'ont pas été turcs. De nombreux Mamelouks ont été des Circassiens, donc là, des Caucasiens, et même certains étaient mongols, saisis sur les fronts est du Moyen-Orient. Certains ont même rejoint les Mamelouks de leur plein gré, notamment pour retrouver un proche. Donc les familles envoyaient de jeunes garçons et filles rejoindre les Mamelouks d'Égypte. Cette spéculation est basée sur des récits récurrents de frères, sœurs et cousins arrivés en Égypte et en Syrie afin de rejoindre des membres de leur famille venus plus tôt. L'émir Akboura était ainsi le frère de l'épouse du sultan An-Nasir Mohammad. Donc le sultan Consur Al-Gouri était un neveu de Touman Bey. En guide de commandant, Barkok avait fait venir son père au Caire, afin d'en faire un émir, et le sultan Bars Bey fera venir ses frères du Caucase auprès de lui. Ainsi, la plupart des membres de la famille de Juluban, ainsi que la plupart des membres de la famille de Juluban, sa concubine. Ils ont fait venir la famille de sa concubine. Est-ce qu'il y a des questions, Inch'Allah? On va prendre 5-10 minutes de questions, Inch'Allah. Et on va prendre 5-10 minutes, Inch'Allah, et sinon on va s'arrêter là. Ce matin, j'ai fait trop long, et j'ai pas mal de trucs à faire. Euh, mon origine. Hmm, quel Nassab était généralement le chef des Mamelouks? En fait, le chef des Mamelouks, euh,
En fait, c'est compliqué de parler de Nassab, en fait, quand on parle d'esclavage. Je prends la question juste après, Keinat, c'est juste que je répondrai pas à la première, mais la deuxième, j'y réponds après. Mais là, je priorise les questions sur le cours. En fait, c'est compliqué de parler de Nassab quand tu parles d'esclaves. C'est compliqué. Mais si on peut parler d'origine de peuple, très généralement, c'était des Turcs, Kipchaks, Koman ou des Circassiens. Les Circassiens sont devenus plus tard, en fait. Et mais pour remonter un Nassab précis, etc., c'est compliqué parce que tu sais, le statut de l'esclave, c'est pas il perdait complètement son identité, son Nassab, mais c'était compliqué de retrouver en fait son Nassab complet, tu vois. Même si les Mamelouks ont fait justement les efforts de rapprocher leur famille, etc. Mais est-ce que réellement on a réussi à retrouver des Nassab, etc., etc., de dirigeants Mamelouks? Pas réellement. Voilà. Alors pourquoi cet intérêt pour l'histoire islamique et l'histoire tout court? Euh, c'est quelque chose qui est, en fait, c'est quelque chose qui passionne et qu'on le veuille ou non, l'histoire islamique a eu un impact sur ma venue vers l'islam, si je puis dire. L'histoire, et notamment l'histoire islamique, a eu un impact, a vraiment eu un impact sur mon cheminement, tu vois. Donc c'est pour ça, tout simplement, aussi parce qu'au bout d'un moment, quand tu as des ijazas, en fait, dans l'histoire islamique, la sira du prophète, tu as au bout d'un moment, en fait, une certaine responsabilité sur la transmission aussi. Et sachant que les chouïours demandent aussi que je fasse des cours justement sur la sira et l'histoire islamique, en fait. Voilà, pour les musulmans. Donc, voilà un peu pourquoi, en fait, je fais ça, quoi. Aujourd'hui, la population égyptienne a un tel lien évident avec les Mamelouks, je dirais par le sang. Bah, effectivement, on ne peut pas nier, en fait, l'influence mamelouk sur l'Égypte. Sachant que, après la tentative de colonisation de l'Égypte, par Napoléon, les, euh, les Ottomans, en fait, ont remis au pouvoir, en fait, un gouverneur indépendant. D'ailleurs, le fameux Mehmet Ali, si je me souviens bien, Mehmet Ali Pacha, qui d'ailleurs s'est battu contre la révolte wahhabi, qui a attaqué les lieux saints, les Haramain dans le Hijaz. Bah, Mehmet Ali Pacha a revendiqué remettre la dynastie Mamelouk, en fait, sous régence ottomane, bien sûr, hein. Attention, ils n'ont pas levé la bay'a au califat ottoman, mais c'était devenu, en fait, une autorité mamelouk indépendante. Mais ils étaient, à contrario des réels Mamelouks, euh, des, euh, des anciens janissaires, souvent d'origine albanaise. Et, mais les Mamelouks, en fait, ont tellement impacté l'histoire des Égyptiens que ils ont, en fait, pour eux, relancé une dynastie mamelouk sous régence ottomane, en fait. Donc, en fait, j'ai envie de dire, plus qu'un lien de sang direct avec les Égyptiens, il y a, ouais, c'est l'impact qu'a eu les Mamelouks sur l'histoire égyptienne, ouais, c'est inscrit dans la chair, en fait, de beaucoup d'Égyptiens, mais plus dans le sens symbolique, en fait, que réellement ils descendent de Mamelouks, tu vois. Pour toi, 5 hommes, femmes, les plus influents jusqu'à nos jours, hormis les prophètes. Waouh!
Euh, ouais, par contre, je fais pas monter les gens pour les coups. Euh, Mohamed Fatih, Sultan Abdulhamid, donc Abdulhamid II. Je dirais Baybars. Parce qu'en fait, moi, euh, après, je parle d'histoire islamique au sens large, mais après, j'ai un peu plus ah non, il y a pas de problème, hein, ça arrive des fois. Il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que là où je passe le plus de recherches, ouais, c'est plus sur le monde turco-islamique, etc. Mais en fait, des fois, ça m'arrive d'oublier certaines choses. Mais voilà. Wa alaykoum salam, Issa Abouna. Donc ouais, ça va principalement être des leaders islamiques. Donc, 5 hommes et 5 femmes. Donc, premier, pour moi, t'as Mohamed Fatih, t'as Sultan Abdulhamid, Baybars, euh, Suleiman Kanouni. Je le mets après Baybars, ça. Et en dernier, Amir Timur. Qu'on le veuille ou non, Amir Timur, pour le positif comme pour le négatif, a marqué l'histoire islamique. Moi, après, je te parle de mon point de vue, je te parle de mon point de vue et de mon regard qui est très porté au niveau de la civilisation turque. Tu vois. Ouais, Emir Timur, c'est Tamerlan. Ouais. Emir Timur, c'est Tamerlan. Euh, pour ce qui est de 5 femmes, Aïcha, non, non, en premier, je mettrais Khadija bint Khuwaylid, radiallahu anha, Fatima Zahra, radiallahu anha, Aïcha bint Abi Bakr, radiallahu anha. Je mettrais quand même Roxelane et une dernière femme, je réfléchis comme ça. Euh, wa alaykoum salam. Ouais, en fait, ouais, on pourrait mettre Rabia, mais moi je la mettrais pas à titre personnel, mais on pourrait la mettre, ouais. Non, c'est pas problématique. C'est facile, Leïla. Euh, euh, tac, 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 tac. Attends, laisse-moi réfléchir. Euh, ah mince, comment je... Roxelane, je l'ai dit. Euh, ouais, bah allez, on va prendre Rabia. On va prendre Rabia. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On s'arrête là, Inch'Allah. L'histoire des lettres échangées entre Émir Timur et Bayezid. Est-ce que ça s'est réellement passé? Certains vont dire que oui, d'autres vont dire que non. Donc, pour ce qui est des échanges épistolaires entre Émir Timur et Bayezid, euh, certains vont dire que ces échanges épistolaires sont authentiques, d'autres vont un petit peu remettre en question cette autorité. Par contre, il y a quelque chose qui est notable, c'est qu'effectivement, après la bataille d'Ankara, où Sultan Yildirim Bayezid a été mis aux arrêts par Amir Timur,
Et là, par contre, ce qui est notable, c'est qu'il a effectivement prononcé cette phrase qui dit dans le sens que le plan d'Allah est bien étrange de mettre, de donner en gros le monde, c'est-à-dire de faire soumettre le monde entre un borgne et un boiteux. Parce que Sultan Yıldırım Bayezid a perdu un œil suite à une bataille et suite à une maladie infantile, Emir Timur en fait boitait. Voilà. Donc en fait, les lettres, il y a c'est des discussions entre historiens en fait. Vraiment, il y a des discussions entre historiens sur l'authenticité au nom de ces échanges épistolaires. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu la bataille d'Ankara en grande partie, c'est parce qu'il y a eu un conflit entre un gouverneur ottoman et Amir Timur, et que cet homme-là est venu se réfugier auprès des Ottomans. Amir Timur a demandé à Bayezid de lui remettre l'homme, parce que Bayezid a refusé, et ce qui a déclenché le conflit entre les Ottomans et les Timurides. Et aussi, bien sûr, même si, euh, même si ce fait-là, en fait, a accéléré la guerre entre les Timurides et les Ottomans, tôt ou tard, à un moment, ces deux puissances régionales allaient finir par se foutre dessus, en fait. Beaucoup pensent qu'en fait, beaucoup pensent en fait que cette excuse du gouverneur ou du chef tribal qui est venu se réfugier auprès des Ottomans n'était qu'une excuse pour légitimer en fait la conquête de l'Anatolie par les Timurides. Mais en soi, si c'était pas à ce moment-là, ça aurait sûrement été plus tard en fait. Alors si Atatürk n'avait pas été là, est-ce que la Turquie aurait fini comme la Syrie ou l'Irak, à ton avis? Hmm, euh, déjà, c'est compliqué parce que, à la Harlem, si c'est vrai, mais dans certains milieux, euh, dans certains milieux turcs, en fait, tu vas trouver que Atatürk, en fait, n'est pas le réel Atatürk. C'est-à-dire que euh, Mustafa Kemal, tel on l'imagine aujourd'hui, en fait, à la base, c'est un homme qui s'appelait Sylvain, qui était occidental, wa alaykoum salam wa rahmatullah, qui était quelqu'un qui venait d'Occident et qui remplaçait le vrai Atatürk parce qu'il se ressemblait suite au décès de Atatürk au moment de la bataille des Dardanelles. Et cet homme-là, en fait, aurait remplacé Atatürk parce que, et ça, c'est quelque chose d'officiel, en fait. Atatürk, avoir été blessé à la bataille des Dardanelles, en fait, s'est retrouvé soigné en Allemagne. Et du coup, en Allemagne, euh, il aurait vu la liberté et la baraka, Zarma qu'il y aurait en Occident, etc. Et du coup, en fait, il aurait décidé de prendre le pouvoir en Turquie, de s'opposer aux Ottomans et d'imposer en fait la culture occidentale en Turquie. Voilà. Ça, c'est en gros, c'est ce qui est dit dans les livres. C'est Atatürk, en fait, étant émerveillé par le mode de vie à l'occidental, a progressivement décidé en fait d'imposer ce mode de vie en Turquie. Maintenant, une autre version dit qu'en fait, Atatürk, en fait, a effectivement été transféré blessé en Allemagne, mais vu que c'est en Allemagne, personne ne peut prouver que qu'il est mort ou pas. Et donc quelqu'un qui en fait serait un chrétien lié le plus ou moins près au sionisme aurait remplacé Atatürk dans le but de après progressivement
influencer et détruire l'Empire ottoman de l'intérieur. Parce que même si à ce moment-là, l'Empire ottoman était sur une pente descendante, etc., le fait que il y avait toujours un État islamique euh, qui pouvait potentiellement, si un souverain, tant soit peu, aimer respecter aimer et respecter en fait des musulmans, pouvait potentiellement justement renverser la vapeur. Et comme on le voit, Atatürk, comparé aux souverains musulmans, on fait en sorte, Atatürk et ses successeurs, comparé aux différents souverains musulmans, on fait en sorte de faciliter l'implantation en fait des sionistes en Palestine, etc., etc. C'est une théorie parmi tant d'autres. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que qu'on le veuille ou non, dans tous les cas, la chute du Khilafat était une prophétie qui a été annoncée par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, notamment de ce qu'on entendait par la suite en tant que Khilafat, de succession dynastique. Donc, le père qui donne le pouvoir à son fils ou à quelqu'un de sa famille. C'était une tradition, en fait, ça a été une prophétie de Sayyiduna Mohammed Mustafa alayhi salatu wassalam qui a décidé ceci. Enfin, qui a prophétisé ceci. Pourquoi? Parce que ça, après, on peut toujours expliquer le pourquoi du comment. C'est parce que tu ne peux pas, en fait, donner le pouvoir au Mahdi de refonder le Khilafat s'il y a déjà un gouverneur en place. Donc voilà pourquoi il a fallu que pendant un temps, le Khilafat disparaisse, pour que le Khilafat renaisse des cendres des anciens Khilafats et que n'émerge la rose du Khilafat de l'imam Mahdi, alayhi salam. Alors, attends, est-ce que t'avais pas posé une autre question? Après, vers la fin de l'Empire ottoman, tous les sujets ottomans étaient fans de l'Occident. Pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. C'est-à-dire même certains jeunes Turcs qui se sont opposés au sultan Abdülhamid Han Hazretleri, donc Abdülhamid II, bah même certains avaient une certaine forme de conservatisme, hein. Attention, faut pas prendre le mouvement jeune turc uniquement comme une vision, comme un mouvement révolutionnaire à la mode occidentale qui voulait imposer la mode occidentale. En fait, les jeunes Turcs, ça représentait la jeunesse turque. Donc, les Turcs que tu avais, les différentes obédiences que tu avais en fait en Turquie à ce moment-là. Donc, effectivement, certains avaient cette mentalité pro-occidentale, etc., presque laïque, tu vois, presque laïque, comme pouvait l'avoir euh, un Atatürk aujourd'hui, j'aime pas ce terme, mais bon, c'est histoire qu'on se comprenne, mais comme avait un Atatürk aujourd'hui, ou un, euh, Enver Pacha, etc., tu vois. Même si Enver Pacha avait quand même un petit peu plus d'attachement et de conservatisme à certaines valeurs turques traditionnelles, etc., tu vois. Voilà. Mais tout est relatif. Talat, Pacha, tout ça. Tu vois? Euh, Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand on reprend le principe, les jeunes Turcs représentent toutes les obédiences de la Turquie à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu te retrouves avec des obédiences différentes. Donc, tu avais des gens qui, par exemple, étaient séculiers, voulaient, comment je pourrais dire ça, euh, voulaient justement séculariser la Turquie, imposer une vision, tu vois, voulaient imposer une vision euh, occidentale et séculière de l'État. D'autres voulaient juste garder le principe des Ottomans, etc., mais voulaient changer de gouverneur parce qu'ils trouvaient que
Sultan Abdulhamid Han était peut-être injuste. D'autres voulaient remettre, d'autres se sont opposés pour revenir sur la réforme des Tanzimat. Donc avoir plus de dureté et plus de fermeté que pouvait l'avoir Sultan Abdul Hamid au niveau de la charia, etc. Enfin bref, il y avait vraiment toutes les obédiences. Et d'autres, en fait, voulaient en arrêter avec euh, les Ottomans turcs pour remettre en fait des Arabes au pouvoir. Ça, c'était une infime minorité. Mais tu en avais certains qui étaient comme ça, tu vois. Euh, alors, en tout cas, la République a été bénéfique pour les Turcs, de Turquie, les libertés, les lois l'État des pays musulmans actuellement. En fait, pas réellement. Vraiment pas réellement, hein. Parce qu'en fait, ils ont gagné un pays où il y avait le tawhid, tout ce que tu veux, pour un pays où t'as des statues qui font la gloire de Atatürk. Ils ont perdu euh, 1960, le dernier marché aux esclaves devant la Mecque. Je pourrais pas te dire, Scrubs. Je pourrais pas te dire. Mais en fait, histoire d'être honnête et transparent, c'est par exemple en Égypte, en Arabie Saoudite actuellement, sous couvert de sous couvert de comment je pourrais dire ça, de l'équivalent d'une agence d'intérim, l'équivalent en fait d'une agence d'intérim chez nous, en fait, il y a de l'esclavage maquis. Voilà. Donc, pour revenir à la question de, attends, je reprends ton nom là. Pour revenir à la question de Kainat, non, non, les Turcs n'ont pas gagné les Turcs n'ont rien gagné avec l'implantation de la République de Turquie, bien au contraire. Ils ont plus gagné justement avec le retour de certaines valeurs de partis dits islamistes, etc. Là, oui, effectivement, d'une certaine manière, ils ont plus gagné. Mais en soi, non, la République en soi, ils ont pas la, la République, en soi, ils ont rien gagné avec la République. Mais je te dis, en fait, c'est soit t'écoutes à moitié, mais comme je t'ai dit, c'est sous couvert de. Non, par contre, je fais monter personne, en fait. Je sais pas pourquoi les gens comprennent pas. Mm. Donc, on s'arrête là, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Alors bon, on va recommencer. En fait, tout simplement parce que vous, votre délire de considérer en fait des humains esclaves comme des objets, c'est des délires de chez vous en fait. L'esclave en terre d'islam n'a jamais été considéré comme un objet. Donc déjà, si tu continues à penser que euh, l'islam n'a jamais dit ça en fait. En fait, soit tu écoutes, mais ne viens pas mentir éhontement ici. L'islam n'a jamais considéré un esclave comme un objet. Non, l'islam, l'islam n'a jamais été considéré comme un objet en islam, en fait. Je sais pas à quel moment, je sais pas à quel moment, en fait, t'as vu quelque chose comme ça, mais dans ces cas-là, si tu l'as entendu de quelqu'un ou quoi, t'es tombé sur un menteur. Ouais, et
C'est pas parce que quelque chose se lègue que c'est considéré comme un objet. C'est comme le père décède, bah non, bah non en fait. C'est ça que t'as pas compris. Quand le père décède, il lègue la responsabilité, il lègue la responsabilité de ses enfants à quelqu'un d'autre. Pourtant, c'est un legs. Est-ce que pour autant les enfants sont considérés comme des objets? En fait, le problème, c'est que on ne peut pas mélanger la vision de l'esclavage qu'il y a eu aux Antilles, dans la Caraïbe, aux Amériques, etc., avec la vision de l'esclavage qu'il y a eu dans le monde musulman. C'est deux choses différentes. Même si on part du principe que effectivement, par moment, il y a eu des dingueries qui ont été faites, etc., on va pas le cacher non plus. Oui, il y a eu certaines dingueries qui ont été faites, mais de manière générale et globale, non, l'esclave en terre d'islam n'est pas considéré comme un objet. Bien au contraire. Bah, comme n'importe quel, en fait, comme n'importe quel esclave à travers l'histoire, en fait. Ouais, on est venu codifier l'esclavage pour éviter que tout et n'importe quoi soit fait. Donc, en fait, Scrub, t'es juste en train, tout simplement, ouais, et, et, tu vas me sortir ton pseudo-principe humaniste de, ouais, l'esclavage, c'est pas bien. Sauf qu'en fait, tes questions de valeurs et de normes. En fait, tes questions et ta vision des valeurs du bien et du mal ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que nous, notre vision du bien et du mal est codifiée par rapport au principe de notre rapport à Dieu. Donc forcément, ce que toi, tu vas considérer comme bien, nous, on va le considérer comme mal. Ce que toi, tu vas considérer comme étant mal, on va le considérer comme bien. Ouais, mais moi, comme moi aussi, je peux dire que ta vision est erronée. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on est sur un jugement, un système de valeurs qui est basé sur une compréhension différente. Une compréhension du bien et du mal. Mais en fait, pareil, tout dépend ce que tu appelles des enfants. À partir du moment où un enfant atteint la puberté, donc l'âge nubile, c'est plus un enfant. Ouais, déjà, sois un peu respectueux, en fait. C'est pas ton pote non plus. Bah ça, en fait, tout simplement, déjà, c'est une promesse de mariage avec son meilleur ami. C'est quoi la puberté? Bah écoute, retourne dans les livres de quatrième de SVT. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Scrubs? Déjà de un, imposer la vie de 9 ans, ce n'est pas possible déjà de un. Second point, si tant est que c'est 9 ans. Bah ouais, tu sais pas ce que c'est que la puberté. Donc oui, retourne lire. Va regarder en même temps sur Internet ce que c'est que l'âge nubile. Et peut-être qu'après, tu comprendras, et peut-être qu'une fois, bah pourquoi ça serait pas 9 ans? Pourquoi ça serait pas 9 ans? Bah en islam, si. La puberté en islam, c'est à partir du moment où tu as les signes qui annoncent que tu es un adulte. Donc voilà. Donc à partir du moment où tu as les signes, ouais, mais nous, on parle d'un point de vue religieux. C'est pour ça que je te dis, tu ne peux pas venir juger avec ton système de valeurs occidentales une vision qui est intrinsèquement liée à une vision qui est religieuse, en fait. Soit tu analyses le système de valeurs en fonction d'une même échelle, soit tu te tais et tu écoutes, en fait. Ouais, ce n'est pas toléré, mais c'est pas interdit non plus. C'est pas, ouais, c'est pas toléré, mais c'est pas interdit.
Tu ne peux pas demain, tu ne peux pas légalement. Bah non. Bah non, puisque ici, tu es dans un cours sur l'histoire islamique. Donc intrinsèquement lié aux lois et au système de valeurs de l'islam. Donc non, c'est pas à l'islam à se mettre à l'échelle de ta vision, c'est toi qui viens ici, c'est toi qui viens ici, donc c'est toi qui dois te mettre à l'échelle de l'islam. Ouais, et on parle de cousins, hein. On parle de cousins. Et bah si, Scrubs, t'as beau palabrer pendant 2 heures, ouais, ouais, et c'est chaud, ouais, parce que ouais, c'est dur, ok, d'accord. Je m'en fous de ton système de valeurs, en fait. Je m'en fous. J'ai pas, j'ai, j'ai pas à me soumettre à ton système de valeurs parce que tu vas me dire que c'est dur, en fait. Bah, au moins, ouais, et, en fait. En fait, si vous arrivez pas à comprendre d'une certaine manière, si vous arrivez pas à comprendre que là, vous êtes en train de parler d'un système de valeurs qui est lié à une morale et à une éthique religieuse, bah, en fait, vous parlez dans le vide. Parce que toutes les critiques et les pics que vous allez envoyer, ça nous, mais toi, t'as décidé que c'était des valeurs biaisées. Je vois pas pourquoi, en fait, nos valeurs seraient biaisées et que les tiennes seraient mieux. Je vois pas en quoi tes valeurs seraient mieux que les nôtres. Et c'est là tout le problème, c'est que, en fait, c'est un débat de sourds. Donc, tu viens faire ta morale et le donneur de leçons, va le faire ailleurs, en fait. Bah, pour nous, c'est intrinsèquement le port. Mais comme je t'ai dit, parce que nous, notre système de valeurs, notre système d'analyse des valeurs est intrinsèquement lié, en fait, avec notre religion. Bah non. Parce que c'est assumé dès le départ que dire que c'est lié à nos valeurs religieuses. Donc c'est toi qui viens faire le donneur de leçons et qui a ta vision biaisée. Bah non. En fait, je sais même pas pourquoi déjà, si tu es tant dérangé que l'islam que ça, je sais pas pourquoi tu viens sur un live de musulmans en fait. Et tout le problème est là. Si tu n'arrives pas à comprendre que, bah ouais, c'est toi qui viens faire tes leçons ici. C'est toi qui viens faire ton moralisateur et ton donneur de leçons ici. Mais en quoi on pose problème en fait? On fait le live dans notre coin. Si tu ne viens pas, tu nous embêtes, tu t'en fous en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Bah non, il n'y a pas de fanatisme en fait. Ah, l'idolâtrie, hein, ça. Bah, si ça te dérange le fanatisme et l'idolâtrie et que tu penses que notre système de valeurs est fanatique et qu'on fait de l'idolâtrie, bah, dans ces cas-là, si ça te dérange, ne reste pas. En fait, t'es sadomaso. Tu viens dans des, tu viens dans des endroits qui te dérangent pour essayer de venir faire le donneur de leçons, mais t'es sadomaso, mon ami. Bah, si fait que donne de la, hein?
Mais en fait, tu sais que là, depuis tout à l'heure, tu commentes et tout, tu sais que, en fait, juste, t'es en train de faire monter mon algorithme, en fait. Donc là, tu me donnes plus de la force à moi que tu donnes de la force aux personnes qui pensent comme toi, en fait. Non, mais ça fait longtemps qu'ils cherchent plus à comprendre, ces gens-là, t'inquiète pas. En fait, là, t'es plus en train de me faire monter dans l'algorithme de TikTok et de me donner de la force qu'autre chose, en fait. Donc, si tu veux, au contraire, tu veux pas, au contraire, tu veux pas que les lives des musulmans montent, mais ne va pas dans les lives des musulmans, en fait. Mais au plus tu vas commenter, au plus tu vas faire monter l'algorithme. Et tout le problème est là. Non, je vais pas monter, je vais monter personne, là. Moi, je vais monter personne, hein. Parce qu'en fait, justement, ce que t'as pas compris, c'est que c'est la règle. Au plus tu vas commenter, Scrubs, au plus tu vas faire monter l'algorithme, hein. Moi, en fait, depuis tout à l'heure, je discute avec toi, ouais, et t'as l'air de la connaître mieux que moi. Vas-y. Ouais, non, mais t'inquiète, je vais pas le faire monter, je vais monter personne de toute façon. Là, en fait, je suis juste en train de m'amuser un petit peu, en fait, là. Là, je suis juste en train de m'amuser un petit peu. Bah, pourquoi est-ce qu'elle l'accepterait pas, en fait? Parce que ma femme est musulmane. Hein? Toi aussi, beaucoup de... Ouais, moi, je pense pas que t'es fasciste, hein, je pense pas que t'es fasciste, hein. Ouais, t'es encore sur un système de valeurs, en fait. Parce que je suis sûr que ta définition de quelqu'un de pieux et l'application de la définition de quelqu'un de pieux n'est pas la même chose que pour nous, en fait. Donc, en fait, c'est, de toute façon, dans tous les cas, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Là, t'es en train de te faire une tendinite au pouce. T'es en train de te faire une tendinite au pouce, euh, à faire monter l'algorithme pour au final, passer pour un abruti, en fait. Donc, le mieux, c'est, pars, comme ça, je fais ma dorade de fermeture tranquillement. Parce que là, je suis juste en train de m'amuser avec toi. Comme ça, je fais ma dorade de fermeture, tranquillement, et après, je vais couper le live, en fait. Point. Ah bah, alhamdoulilah, pousse mon algo. Tranquille, tranquille. Moi, il faut quand même que j'aille prier, j'ai un coup de téléphone à passer. Donc là, on va dire, disons que t'es sauvé par l'heure de la prière. Alors, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu wa atubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم